5 forces, une industrie. Comment survivre et prospérer dans le monde impitoyable du transport aérien? Si vous détenez du Boeing, du Airbus, Safran, Thales, vous êtes sans doute influencé par... Ces entreprises-là sont indirectement influencées par les donneurs d'ordre, notamment pour le segment qui concerne ici la fourniture ici d'avions civils. Donc, ces entreprises-là sont influencées par le comportement et donc l'environnement concurrentiel ici des compagnies de transport aérien. Il y a quelques temps, je vous ai proposé dans une vidéo l'étude de l'environnement concurrentiel d'une entreprise en passant par les 5 forces de Porter. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, vous tapez juste au niveau de la barre de recherche Porter Top Invest. C'est celle-ci. OK? Allez-y la voir et ça tombe bien. Vous pouvez également regarder celle-ci concernant les 5 types d'avantages concurrentiels. Et donc, cette vidéo fait suite à une que j'ai déjà faite sur le transport aérien. OK? C'est un complément à cette vidéo-là. OK? Donc, c'était celle-ci il y a 12 jours. OK? Donc, si on revient dans notre note d'analyse, comment est-ce qu'on a pris, en passant par les 5 forces de Porter, quelle est l'appréciation qu'on peut faire de l'environnement concurrentiel ici des compagnies aériennes? Alors, on y va. Vous devez savoir que les 5 forces de Porter, comme son nom l'indique, il y a 5 éléments qu'on va avoir tendance à étudier. Les menaces des nouveaux concurrents, la menace le pouvoir de négociation des fournisseurs, le pouvoir de négociation des clients, le degré de rivalité ou de concurrence, la menace des produits de substitution. Donc, ce sont les éléments qu'on va avoir tendance à regarder. Et une fois que vous avez pris la peine de regarder tous ces éléments-là, vous avez une vue d'ensemble de l'environnement concurrentiel de la compagnie. OK? Donc, on va commencer premièrement par les menaces de nouveaux entrants. Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée pour ce type d'entreprise? Alors, les barrières à l'entrée vont de faibles à modérées. Donc, ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Donc, on peut dire qu'ils sont faibles et modérés. Ça dépend des segments. Et je vais m'expliquer. En raison de faibles à modérés, pourquoi? En raison de la facilité avec laquelle il est possible de louer des avions pour lancer une compagnie aérienne, ce qui réduit considérablement l'investissement initial. Beaucoup de gens pensent qu'une compagnie aérienne, c'est difficile à lancer. C'est très facile à lancer. OK? Attention. Toutefois, il est extrêmement, je dis bien, extrêmement difficile de passer à l'échelle supérieure et de réussir. Donc, quand on dit réussir, ça dit être rentable, car le secteur est largement capitalistique et très concurrentiel. Donc, oui, vous pouvez fonder vos compagnies aériennes, etc. Il n'y a pas de souci. Un avion ou bien 2 avions, c'est facile à faire. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez scaler au point d'être rentable? Parce que 1-2 avions, franchement, ça ne sert strictement à rien du tout. Vous n'allez pas gagner de l'argent dessus. Il faut scaler le business. Et scaler, ce n'est pas juste avoir un nombre d'avions énorme. Hein. C'est également avoir également négocier des spots au niveau des différents aéroports, etc. En tout cas, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pour ça que les barrières à l'entrée sont faibles et modérées. D'accord? Dépendamment ici de l'envergure que vous voulez donner à vos compagnies aériennes. OK? Donc, pour s'imposer comme un concurrent viable, un nouvel entrant doit s'assurer des créneaux horaires dans les aéroports et investir dans le marketing et les activités de promotion. Parmi les autres obstacles, citons les politiques et réglementations gouvernementales, les licences d'exploitation, l'accès aux fournisseurs tels que Boeing et Airbus, la différenciation des produits et la fidélité à la marque. Au cours de la dernière décennie, les nouvelles compagnies aériennes ont rarement survécu. C'est très rare. Le nombre de faillites de compagnies aériennes aux États-Unis et en Europe, notamment WoW Airlines tout dernièrement, je pense que vous avez entendu parler de WoW Airlines qui faisait du low cost long courrier, techniquement ça ne peut pas fonctionner, low cost long courrier, ça ne marche pas. En tout cas, WoW Airlines qui a fait faillite, Via Airlines et California Pacific Airlines, voilà, les dernières faillites en cours, enfin, sur les dernières années. Donc, elle reflète ici l'environnement opérationnel difficile de ces régions.
Donc, par ailleurs, les compagnies aériennes full service, à savoir celles où vos bagages sont inclus dans le billet d'avion, vous avez droit à quel nombre de kilos, vous avez droit à un repas dans l'avion, un ou deux repas, dépendamment. Voilà, ce type, c'est généralement le type d'entreprise, c'est généralement le type de compagnie aérienne qu'on appelle full service, ok, ou bien également legacy, ok, ou bien traditionnel. Or, vous avez un autre type également de compagnie aérienne qu'on appelle low cost, où tout ce que vous payez, c'est le prix pour votre place. Et maintenant, si vous avez bagage, vous voulez manger ou je ne sais pas quoi, vous payez tout élément supplémentaire. Donc, vous payez ce que vous consommez. OK? Donc, par ailleurs, les compagnies aériennes full service ont tenté de se lancer dans le segment low cost parce que ça paraît facile. Mais oui, ben, Air France peut se lancer dans le low cost, mais elles n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants en raison de la forte concurrence. Ce n'est pas aussi facile de percer le secteur du low cost, même quand on s'appelle Air France, American Airlines ou je ne sais pas quoi. OK? C'est très, très difficile. Parce que c'est un autre modèle d'affaires, les low cost. C'est un peu différent. Si vous êtes un tout petit peu curieux, allez-y regarder sur Internet le modèle d'affaires, le business model ici des compagnies low cost. Et la différence entre les legacy et les low cost, vous allez à peu près avoir une idée générale. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire par rapport ici par rapport aux barrières à l'entrée, qu'on appelle ici les menaces de nouveaux entrants. Donc, c'est facile de rentrer, mais difficile pour pouvoir scaler le business. D'accord? Donc, on peut se dire que les barrières à l'entrée sont faibles et modérées. Maintenant, le pouvoir de négociation des fournisseurs. Ces entreprises, et quand on parle ici des négociations des fournisseurs, c'est du point de vue compagnie aérienne. La compagnie aérienne a des fournisseurs, n'est-ce pas? Qui sont ces fournisseurs? C'est ce qu'on va essayer de voir ici. Et donc, si elle a un pouvoir de négociation par rapport à ses fournisseurs, tant mieux. Si elle n'en a pas, ça va être un peu plus difficile. D'accord? Donc, le pouvoir de négociation des avionneurs, d'accord, un avionneur Boeing, Airbus, varie de modéré à élevé. Pourquoi? Boeing et Airbus sont les principaux acteurs d'un oligopole dans le secteur. Donc, on peut se dire ici, les entreprises en question ont actuellement d'immenses carnets de commandes en raison de la demande croissante d'expansion des capacités des compagnies aériennes mondiales. Toutefois, les entreprises doivent gérer leur offre de manière compétitive pour répondre aux besoins des compagnies aériennes qui opèrent sur un marché où les passagers sont très sensibles au prix. Donc, les fournisseurs doivent proposer des produits adaptés au marché actuel, tel qu'avec des avions qui consomment moins, sur lesquels on peut mettre plus de passagers. Voilà. D'accord? Ensuite, le plus important marché de croissance, à savoir la Chine, accélère le déploiement des avions fabriqués par la Commercial Aircraft Corporation, à savoir COMAC, qui est un avionneur public également. Et n'ayez pas peur, ça reste un assembleur. Ils ont besoin des moteurs d'avion qui viennent de Safran, par exemple. Ils ont besoin de l'équipement qui vient de Thales ou bien d'une autre compagnie comme Transding. Donc, c'est uniquement un assembleur. Ils ont le projet, ils recherchent les personnes qui peuvent fournir. Et laissez-moi vous dire ici qu'il y a également des restrictions au niveau de ce que les compagnies occidentales peuvent vendre à ce type d'entreprise-là. OK? Parce que pour le moment, ce n'est pas une menace, mais ça pourrait le devenir. Donc, on dit ceci. Le monocouloir, techniquement, en anglais, c'est single S. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais vous allez avoir tendance, il faut vous habituer à la terminologie dans le secteur. Ou bien avion à fuselage étroit, ce que ça veut dire. D'accord? Donc, le C919 est un avion à fuselage étroit de Comac et conçu pour concurrencer le Boeing 737 et l'Airbus A320. Boeing et Airbus doivent donc gérer leur offre de manière compétitive pour répondre aux besoins des compagnies aériennes qui opèrent sur un marché de passagers très sensible au prix. Donc, vous remarquez ici que Boeing et Airbus sont certes seuls présentement sur le marché, entre parenthèses, ok, mais il y a des concurrents qui arrivent. Et vu qu'elles sont seules pour le moment, elles ont un pricing power. Et donc, les compagnies aériennes n'ont pas vraiment de pouvoir de négociation à ce niveau-là. Ça dépend. Et on va également apporter une nuance par rapport à ça. Qui plus est, les compagnies aériennes qui n'exploitent qu'un seul type d'avion, comme le groupe Air Asia, pourront bénéficier d'économies d'échelle en réduisant leur coût d'achat aux dépens des avionneurs.
quand vous avez la possibilité, quand vous avez, c'est vraiment chez les locaux sont tendance à voler le même type d'avion, c'est un certain avantage, surtout au niveau de la maintenance, la formation des pilotes, etc. Donc, on peut se dire ici que quand on va acheter un avion ici, on sait que l'avionneur en question aura tendance à vous dérouler le tapis rouge parce qu'il sait que vous allez prendre en termes de volume, généralement une même catégorie d'avions. OK? Et donc, si vous n'arrivez pas à trouver satisfaction, soit chez Boeing ou Airbus, vous pouvez peut-être aller regarder chez Comac. OK? Donc, à ce niveau-là, on peut avoir un certain avantage. Et c'est pour ça que le pricing power ici des fournisseurs sera modéré, d'accord, à peu près à ce niveau-là. Mais quand on parle de fournisseurs, il n'y a pas que les fournisseurs d'avions, hein. Il y en a d'autres également, faites attention. Donc, ici, par rapport aux avionneurs, moi, je veux dire une chose, d'accord. Pour le moment, le pouvoir de négociation des fournisseurs d'avions est élevé, d'accord. Je dis bien, il est élevé. Il pourrait devenir modéré à long terme s'il y a de plus en plus de concurrence ou bien dépendamment de la situation. Mais pour le moment, il est élevé. Les compagnies aériennes n'ont pas de pouvoir de négociation des prix. Et donc, si un avion, c'est 100 millions, c'est 100 millions. Point barre. OK? Donc, ensuite, néanmoins, les compagnies aériennes ici, d'accord? Donc, les compagnies aériennes justifient leur fidélité à leur avionneur historique par des raisons bien déterminées. Tout d'abord, pour changer d'avion, il faut recycler les pilotes. Donc, ça coûte de l'argent et du temps. Et s'approvisionner en pièces détachées, c'est qui est coûteux. Donc, ce n'est pas aussi facile de changer d'avion. D'accord? C'est pas aussi, ou bien quand on dit d'avion, ça prend également en considération de compagnie. Parce que si vous avez des pilotes qui sont habitués à voler sur les Airbus et que demain matin vous décidez d'acheter des Boeing, ça va compliquer un tout petit peu il y aura à peu près un délai ici disons, l'entreprise va avoir tendance à accuser un certain retard, notamment ici au niveau par rapport à la formation des pilotes. Okay? Ça peut également causer des problèmes ici en tout ce qui concerne la maintenance, à court terme bien sûr. Ce n'est pas aussi évident que vous pouvez le penser. Okay? C'est pour ça que les entités ont tendance à peu près rester sur le même avionneur. Si on vole des Boeing, uniquement, on prendra, tous nos pilotes sont formés sur des Boeing, on prendra uniquement des Boeing en majorité. Mais maintenant, si on a commencé à introduire des avions Airbus également ici, on va vraiment le faire de manière très timide parce qu'entre-temps, il faut également avoir des pilotes qui sont formés pour voler ce type d'avion-là. OK? Donc, quand je dis voler, ce n'est pas voler au sens je prends sans demander. Non. OK, vous avez compris. Deuxièmement, Boeing et Airbus ont des carnets de commandes de plusieurs années, ce qui signifie qu'il n'est généralement pas possible de changer de fournisseur à court terme. Donc, pour les autres fournisseurs, parce qu'il n'y a pas juste les avionneurs, donc les autres fournisseurs qui proposent des repas à bord, donc les services qui proposent des repas, parce que ce n'est pas Air France qui prépare les repas, Air France fait appel à des prestataires de services, ok. Donc les entreprises qui proposent des repas, les services de maintenance, de réparation et de révision, les compagnies aériennes juste généralement, pour ce type de service-là, les compagnies aériennes juste généralement d'un faible coût de changement. Donc c'est-à-dire que les compagnies aériennes peuvent changer d'opérateur, que ce soit pour les repas à bord, les services de maintenance, de réparation et de révision, ils peuvent généralement avoir un pricing power à ce niveau-là. Car ces fournisseurs offrent des produits ou des services quasiment similaires. Donc, c'est très standard. Donc, si A me propose un prix que je n'aime pas, je dirais peut-être chez B. OK? Et B sera peut-être content ici de pouvoir gagner un client qui pourrait demander des volumes élevés ici et donc pourrait consentir à une réduction des prix. D'accord? Donc, ça dépend des fournisseurs. Au niveau des avionneurs, pricing, les compagnies aériennes n'ont pas de pouvoir de négociation. Mais au niveau ici des autres fournisseurs, on pourrait avoir tendance à avoir un pouvoir de négociation. OK? Donc, ça dépend ici des catégories. Maintenant, concernant le pouvoir de négociation des clients, vous avez une compagnie aérienne. Est-ce qu'il est facile pour les clients de payer, comment on dit ça? Est-ce qu'il est facile pour la compagnie aérienne d'augmenter les prix? C'est ce que ça veut dire quand on parle de pouvoir de négociation des clients. OK? Les acheteurs ou clients ont également un pouvoir de négociation relativement important. Donc, d'entrée de jeu, vous savez que les compagnies aériennes, personne ici, vous savez,
vous magasinez vos billets d'avion par rapport au prix, qu'on se dit majoritairement. OK? Donc, pour les voyageurs à petit budget, le changement de compagnie aérienne dépend de la valeur qu'ils peuvent retirer au prix du billet qu'ils paient pour voyager. Et donc, le prix est très important. Donc, la comparaison des prix en temps réel permet aux clients de prendre des décisions rapides, tandis que les compagnies aériennes ont du mal à gérer la demande fragmentée qui en résulte. Donc, toutefois, les voyageurs d'affaires sont souvent, je dis bien pour les voyageurs d'affaires spécifiquement, sont souvent membres du programme de fidélité ou de points d'une compagnie aérienne spécifique et peuvent donc être plus enclins à favoriser cette compagnie, surtout s'ils peuvent conserver personnellement les points accumulés lors de leur voyage d'affaires. Et donc, si vous avez tendance à faire des voyages d'affaires ici, c'est votre compagnie qui paye, ou bien la compagnie pour laquelle vous travaillez qui paye, mais les points généralement peuvent vous revenir. Et donc, vous serez généralement enclin à favoriser une compagnie aérienne en particulier pour accumuler des points. On s'entend que, voilà, quelqu'un qui a l'habitude d'aller en voyage d'affaires, ça va pas essentiellement dire qu'on va en business class, mais imaginons que vous avez tendance ici à voyager en business class, etc. Vous savez le nombre de points que vous pouvez accumuler sur une période de 10, 30 ans? C'est énorme, littéralement. Donc, pour ce type de voyageurs-là, le coût de changement n'est pas souvent aussi évident parce qu'il y a la fidélité, l'ancienneté, tout ça, ça doit être pris en considération. Et donc, à ce niveau-là, les compagnies aériennes pourraient avoir un pouvoir de négociation. OK? Donc, ça dépend vraiment du type de clientèle qu'on a, mais majoritairement, on a un type de clientèle ici qui est extrêmement sensible au prix. Et s'ils sont extrêmement sensibles au prix, ça veut dire que les compagnies aériennes n'ont pas de pricing power. Alors là, pas du tout. Au contraire, elles peuvent juste gérer les coûts d'exploitation, mais le pricing power, ça va être compliqué. Maintenant, on va parler du degré de rivalité ou de concurrence. Est-ce que du point de vue compagnie aérienne, est-ce qu'elles se font une concurrence de plus en plus rude entre elles? L'industrie du transport aérien de passagers est très concurrentielle. Elle se divise en deux catégories. Les transporteurs à service complet ou bien full service ou legacy, style Air France. Généralement, ce sont des longs courriers. Et les transporteurs à bas prix ou low cost. Les principales entreprises de ces deux catégories proposent un large éventail de formules à valeur ajoutée, de programmes de fidélisation et de réseaux de destination. Les guerres des prix au cours desquelles les transporteurs dominants font baisser le prix des billets pour remplir les sièges et accroître leur part de marché sont courantes. Et on n'aime pas les business sur lesquels il y a généralement des guerres de prix. Ce n'est pas bon pour les marges. Donc, le secteur souffre également de marges étroites. C'est normal, compte tenu de la volatilité inhérente à l'activité, notamment les prix du kérosène et la demande saisonnière. Donc, on va se dire ici une chose. Quand je regarde une compagnie aérienne, laissez-moi vous dire qu'il faut toujours que j'aille regarder les coûts d'exploitation. C'est très important parce qu'au niveau ici du pouvoir de fixation des prix, ça va être difficile pour elles. Sauf certaines périodes exceptionnelles, comme par exemple au sortir de la pandémie ou ce genre de choses-là, où les compagnies aériennes se sont amusées à augmenter les prix tranquillement. Mais on va avoir tendance à revenir à la normale. OK? Donc, les transporteurs aériens peuvent se différencier grâce à l'innovation de leurs produits et à la flexibilité de leurs prix. Donc, ces dernières années, les compagnies aériennes ont repensé les classes de vol telles que la classe économique premium, la classe économique de base et la classe avec des lits plats. Donc, on a, par exemple, Air Canada offre des lits. Vous pouvez avoir un lit dans un vol Air Canada, peut-être Canada-Australie. On s'entend que le vol est très long, d'accord? Donc, on peut proposer ici des cabines ici avec des lits. OK? Et donc, ça peut être un service supplémentaire ici que certaines personnes seront enclins à payer. Et donc, si Air Canada le propose, peut-être que je préférais prendre un vol Montréal-Sydney avec Air Canada plutôt qu'avec United Airlines, par exemple. OK? Donc, ce sont ces éléments-là qu'on peut jouer. Et vous remarquez ici que tout le monde peut le faire, littéralement. Tout le monde peut le faire. Donc, ce n'est vraiment pas un avantage concurrentiel. Ce sont des petites innovations comme ça, par-ci, par-là, mais sinon, c'est quelque chose qu'on peut facilement copier, surtout si ça marche très bien. Donc, les transporteurs à bas prix
et les grandes compagnies aériennes ont augmenté le nombre de sièges. Attention, quand on va dire ici grandes compagnies aériennes, les transporteurs à bas prix ne sont pas généralement des petites compagnies aériennes également. Ce sont même généralement les entreprises les plus rentables dans le secteur. Donc attention. Ok, ici je voulais plutôt parler ici des legacy, d'accord, donc long courrier, etc. Donc elles ont donc ces compagnies-là ont augmenté le nombre de sièges dans la cabine au détriment donc l'ensemble ici de la cabine, d'accord, tout le long comment on appelle ça, du monocouloir, on va le dire comme ça. Ok, donc ils ont augmenté le nombre de sièges dans la cabine au détriment des dimensions des sièges. Donc le nombre de sièges a augmenté, le volume de sièges a diminué. Pas le volume en termes de nombre, mais on peut dire ici, imaginez qu'un siège avant prenait 10 cm en termes de largeur. Aujourd'hui, il va peut-être prendre 8 cm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le volume du siège a diminué à ce niveau-là. Okay? Et au détriment également de l'espace pour les jambes. Donc, ce n'est plus aussi facile d'avoir de l'espace pour les jambes. Et donc, si vous voulez un espace plus élevé, vous payez un supplément. Okay? Donc, même en classe éco, on a pu segmenter en prenant l'éco premium avec un tout petit peu plus de place. OK? Donc, vous avez base, donc économie de base, premium, économie premium, d'accord? Après, vous avez quoi? Business class, première classe, voilà. Et donc, on va se dire ici que, vu qu'ils ont augmenté le nombre de sièges au détriment des dimensions, au détriment des dimensions des sièges et de l'espace pour les jambes, ce qui a permis de réduire le coût par siège au kilomètre disponible. OK? Donc, les coûts par siège au kilomètre disponible ont baissé. Et je vous ai dit, si vous êtes intéressé par le secteur aérien en général, il faut vous habituer à ce jargon-là. D'accord? Les sièges au kilomètre disponibles. Donc, parfois, ça va être ça va être différent dépendamment des langues ici. Donc, toutefois, contrairement aux transporteurs à bas prix, les transporteurs à service complet sont exposés au risque de subir les critiques du public en cas de mesures excessives, en termes de réduction des coûts. Surtout les longs courriers, les legacy. Elles auront tendance ici à souffrir, elles auront tendance ici à avoir une mauvaise presse si elles baissent, si elles ont tendance ici à réduire les coûts. Parce que réduire les coûts, c'est réduire également le service. D'accord? C'est également réduire le service, la qualité du service. D'accord? Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas aussi facile pour toutes les compagnies. Donc, on peut se dire qu'à partir de ce niveau-ci, au niveau ici de la concurrence, on sait que la concurrence, elle est rude, très rude. Donc, il n'y a vraiment pas d'avantage à ce niveau-là. OK? Et on n'aime pas ça. Donc, concernant les menaces, donc les produits en termes de substitution, est-ce que on a possibilité est-ce qu'on a des produits de substitution ici par rapport au transport aérien? Donc, si je ne prends pas si je ne prends pas ici l'avion, je peux prendre le train ou bien la voiture. Est-ce qu'il y a des menaces à ce niveau-là? Donc, la menace de produits de substitution est modérée. OK? On s'entend. Ça dépend des distances, ça dépend de la région. Bref, il y a certains éléments qu'il faut prendre en considération. Elle est là. D'accord? Il y a plusieurs modes de transport, mais c'est modéré. Donc, les voyageurs doivent tenir compte de plusieurs facteurs lorsqu'ils choisissent leur mode de transport, tel que la distance à parcourir et la disponibilité des aéroports ou des gares. D'accord? Donc, le transport aérien est généralement le plus rapide et le prix moyen des billets d'avion a baissé ces dernières années. Donc, globalement, d'accord? En raison de la prolifération des transporteurs à bas prix qui réduisent le prix des billets pour remplir les sièges. Donc, faites attention, ces entreprises-là ont tendance à... Un avion ne doit pas décoller à perte. OK? Et donc, s'il faut remplir le maximum de places ici, juste pour ne pas perdre d'argent, on va le faire voler. Parce qu'un avion immobilisé au sol coûte plus cher. En fait, ça coûte plus cher qu'un avion en vol. C'est bizarre, mais c'est comme ça dans ce secteur-là. Donc, on privilégie ici le transport aérien. Parce que la place de garage à l'aéroport, ce n'est pas gratuit. Hein. Ça coûte aussi cher qu'un parking. D'accord? Un parking public, ça coûte cher. OK? Donc, il faut donc être moins cher. Il faut donc être le moins cher enfin, on va se dire, il peut donc être moins cher de prendre l'avion que le bus ou le train. Ça peut parfois arriver.
OK? Donc, le transport aérien reste le principal mode de transport pour voyager dans la région Asie-Pacifique en raison du sous-développement des réseaux ferroviaires transfrontaliers. Donc, les voyages terrestres dans la région sont soumis à des contraintes supplémentaires telles que le temps, les véhicules à disposition et la sécurité. Donc, ce sont des éléments qu'il faut également prendre en considération. Donc, ceci donc nous permet d'avoir une idée générale de l'environnement concurrentiel au niveau ici des transporteurs, d'accord, dans le transport aérien, d'accord. On sait que au niveau de la menace des substitutions, elle est modérée. Au niveau ici de la concurrence est rude. C'est pas vraiment facile de se démarquer, même si on a certains éléments. Au niveau de la négociation, du pouvoir de négociation des clients, on sait déjà que l'entreprise les compagnies aériennes n'ont pas de pricing power, sauf à certaines périodes extraordinaires, on va le dire comme ça. Mais à la longue, ici, le client ici décide par le prix. OK? Donc, le pouvoir de négociation des fournisseurs, on sait ici qu'ils ont très peu de fournisseurs, généralement surtout pour les avionneurs. D'accord? Et donc, elles ont tendance à ne pas avoir un pricing power, elles ne peuvent pas vraiment négocier. Elles sont des price takers à ces niveaux-là. Donc, maintenant, pour les services de maintenance ou bien de prestation de services au niveau des repas, ici, ça peut être un tout petit peu différent. Donc, au niveau de la menace des nouveaux entrants, ça dépend. Ça peut être que c'est facile de rentrer, mais c'est difficile de scaler le business. Donc, on a fait ce tour d'horizon-là qui est en lien avec la vidéo concernant le transport aérien. Donc, l'analyse sectorielle. Je rappelle ici que vous pouvez avoir accès à ces analyses sectorielles-là en passant par le lien en description de la vidéo. Vous avez 50% de réduction ici, dépendamment du niveau que vous allez avoir tendance à choisir. Ça sera plutôt à ce niveau, OK, pour les analyses sectorielles, OK. Donc, après, si vous êtes intéressé par les autres, vous pouvez également voir ça. Vous avez 50% de réduction dessus. Et pour ceux qui sont sérieux dans leur envie de faire du stock picking de manière sérieuse, parce que comme je l'ai dit ici, comprendre ce qui se passe au niveau du secteur d'activité ou bien au niveau de l'environnement concurrentiel ici, ça vous permet de mieux apprécier la qualité de votre business. Moi, je sais déjà ici qu'au niveau des compagnies aériennes, juste avec l'étude que j'ai fait au niveau de la concurrence, je sais que ce n'est pas un business qui va m'intéresser. Et s'il m'intéresse, il y a un certain type de compagnies aériennes qui va m'intéresser, surtout les low cost, uniquement. Et encore, ça va dépendre du prix qu'on va avoir tendance à me proposer. Et donc, si je vais investir sur les compagnies aériennes, je peux prendre par exemple des compagnies comme Booking.com. Ce n'est pas une compagnie aérienne, mais c'est un voyagiste. Ou bien je peux investir sur du Boeing, du Thales, du Safran, dans ce genre, du Eiko, du Transdig, ce genre d'entreprise-là, OK, qui fournit ici soit des pièces détachées, soit des avions aux compagnies aériennes. OK? Et grosso modo, le secteur est en pleine expansion, littéralement. OK? Il est en pleine expansion. Le nombre de voyageurs augmente de plus en plus et ça ne va pas avoir tendance à ralentir sur les années à venir. Et donc, pour ceux qui sont sérieux dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking, qui veulent monter en compétences et en confiance, vous pouvez réserver un appel. On essaiera de voir ici si le programme qu'on appelle généralement ici chez nous l'accélérateur peut vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. On va essayer de voir parce que tout le monde n'est pas ici. Voilà. Si vous voulez ici devenir millionnaire demain matin, c'est pas l'endroit idéal. D'accord? Ici, on prend la peine de faire, on étudie des thématiques. Par exemple, cette semaine-ci, la thématique, c'est l'énergie. Donc, on va parler du pétrole, du gaz, du charbon. Comment est-ce qu'on analyse ce type d'entreprise-là? Et on va pratiquer. Parce qu'on a une semaine pour les notes de cours, une semaine pour la pratique. Et la pratique en temps réel avec les entreprises qui existent. Et c'est essentiellement du questionnement. OK? C'est essentiellement du questionnement. En même temps, vous pratiquez, vous commencez à étudier les conférences calls, lire les rapports financiers. Comment est-ce qu'on va faire pour le faire rapidement? D'aucuns pensaient que quand on dit lisez les rapports financiers, c'est qu'on va lire tous les rapports. Non, on ne lit pas la première page à la dernière page. Non. On cherche des éléments bien précis parce qu'on a un questionnaire à remplir. D'accord? Et s'il y a des éléments, par exemple, qu'est-ce que l'entreprise fait? Boum, je vais aller fouiller. Elle fait ça, 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 ça. Est-ce que je comprends? Je mets l'information. Bref. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo-ci. Donc, si vous pouvez réserver un appel et on va en parler. Et donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci.